tous. Dans le cadre de ce colloque virtuel consacré aux techniques contractuelles, je suis chargée de vous parler d'une clause particulière, clause permettant de moduler le montant d'un loyer que l'on rencontre souvent dans les baux commerciaux, à savoir la clause recette. Qu'est-ce qu'une clause recette ? Petite précision terminologique liminaire, peut-être inutile, mais qui permet tout de même d'écarter tout risque de confusion. Il ne faut pas confondre la clause recette dont je vais vous parler et la clause de recette que l'on trouve dans les contrats du numérique et qui vise simplement à contraindre le client à réceptionner un système informatique. En dépit de la proximité terminologique, vous aurez compris que les deux stipulations n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre. La clause recette, aussi qualifiée de clause de loyer binaire, est une clause qui est régulièrement incluse dans les baux, particulièrement dans les baux commerciaux, et qui permet de déterminer le montant du loyer en totalité ou en partie seulement en fonction des recettes réalisées par le locataire. On en trouve une définition plus précise dans le vocabulaire juridique cornu qui nous indique que la clause recette est une modalité de fixation du prix d'un bail commercial en vertu de laquelle le bailleur reçoit, en plus d'une somme déterminée, un pourcentage sur le chiffre d'affaires ou les bénéfices du locataire. Cette technique contractuelle connaît un véritable succès dans les boutiques de centres commerciaux car elle permet aux propriétaires des locaux, qui sont généralement des promoteurs ou des gestionnaires de centres, d'être indirectement associés au niveau d'activité des commerçants du centre mis en place. On en trouve moins lorsque le propriétaire bailleur est un particulier, car dans ce cas de figure, les conséquences fiscales d'une telle clause lui sont désavantageuses, puisque les loyers perçus, s'il y a une clause recette, sont nécessairement commerciaux et ils seront intégrés dans la cédule des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'IR, voire ils donneront lieu à une imposition au titre de l'impôt sur les sociétés si le bien est loué via une société civile. Au demeurant, il existe un risque de qualification de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur en société créée de fait, ce qui peut bien sûr avoir des conséquences redoutables sur le bailleur si le locataire subit une liquidation judiciaire et de surcroît pour insuffisance d'actifs. Non, les clauses recettes sont généralement stipulées lorsque le bailleur est lui-même un professionnel qui voit en cette clause un avantage financier non négligeable. La clause recette fonctionne en effet de la façon suivante. Est stipulé un loyer de base fixe versé à chaque échéance auquel s'ajoute un loyer variable dont le montant sera fonction du chiffre d'affaires réalisé par le locataire. Deux options sont alors possibles. Une application alternative d'un loyer fixe ou d'un loyer variable s'il se révèle supérieur au premier. Dans ce cas, le pourcentage de chiffre d'affaires envisagé est relativement élevé et le loyer fixe correspond à la valeur locative du bien. Une application cumulative d'un loyer fixe et d'un loyer variable. Dans ce cas, le pourcentage de chiffre d'affaires envisagé est nettement plus faible et le loyer fixe est inférieur à la valeur locative du bien. Si en pratique la première option est naturellement plus fréquente, ce qui est logique, puisque c'est le bailleur qui est généralement à l'origine de la rédaction du contrat et avec une clause recette rédigée ainsi, il gagne sur les deux tableaux. Ma préférence penche incontestablement pour la seconde option qui me paraît plus équilibrée et moins sujette à contestation. Les clauses que je vais donc vous proposer ici correspondent à cette seconde hypothèse, c'est-à-dire à une application cumulative d'une part de loyer fixe et d'une part de loyer variable. Petit
parenthèse, avant d'entrer dans le vif du sujet, la crise sanitaire actuelle est-elle de nature à remettre en cause le succès de ces stipulations particulières? Il me semble en réalité que c'est le contraire. La crise sanitaire révèle la nécessité pour les bailleurs de ne pas voir leurs locataires fermer boutique. Dès lors, en prévoyant un loyer en partie fonction du chiffre d'affaires réalisé par leurs preneurs, les bailleurs ont évidemment des recettes moindres pendant les périodes d'inactivité, c'est certain, mais ils soulagent leurs preneurs du poids d'un loyer très lourd, loyer qui n'a plus aucun sens lorsque le commerçant locataire est empêché de travailler par une mesure administrative. Au demeurant, et j'y reviendrai, le risque d'être contraint de renégocier en application de l'article 1195 du Code civil, même si on connaît les limites de ce texte, est tout à fait écarté lorsqu'est prévue une clause recette, puisque la conjoncture économique conditionne en partie le montant du loyer. En tout état de cause, la première question qu'il convient de se poser ici est la suivante. Quelle est la nature juridique de ces clauses recettes? Il nous faut d'abord indiquer que la clause recette n'est pas une clause d'échelle mobile. Les deux clauses se ressemblent, c'est vrai, car elles concernent toutes deux le montant des loyers dans les baux commerciaux et elles induisent toutes les deux un loyer variable. Mais la clause d'échelle mobile doit s'appuyer sur un critère objectif, extérieur, indépendant de la volonté des parties, alors que la clause recette est fonction de l'activité du locataire. Quoi qu'il en soit, depuis un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de cassation le 5 janvier 1983, les juges considèrent que les clauses d'échelle mobile sont celles qui stipulent accessoirement que le loyer de base convenu suivra les variations du prix d'une denrée, d'un service ou d'un indice, et que la clause qui institue des loyers alternatifs déterminables année par année en fonction des recettes du locataire ne constitue pas une clause d'échelle mobile. Sur ce point, la jurisprudence est constante. Et cette précision est importante car il résulte de cette jurisprudence l'application de règles distinctes aux clauses recettes et aux clauses d'échelle mobile. Plus particulièrement, l'article L145-33 du Code de commerce ne s'applique pas aux clauses recettes, il s'applique en revanche aux clauses d'échelle mobile. Au surplus, contrairement à la règle des 10% prévue par l'article L145-39 du Code de commerce pour les clauses d'échelle mobile, les clauses recettes échappent à toute restriction relative à l'augmentation annuelle des loyers. Alors, c'est fondamental en pratique car ces textes du Code de commerce restreignent la liberté contractuelle concernant la fixation du montant des loyers pour les baux commerciaux. Or, les clauses recettes vont permettre de s'émanciper de cette notion de valeur locative du bien loué. Je m'explique. Si l'on applique le régime légal des baux commerciaux dans l'hypothèse d'un désaccord entre les parties, il faudra se référer à la valeur locative. Et cette valeur locative sera déterminée en considération des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des obligations respectives des parties, des facteurs locaux de commercialité et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Selon ce texte, les recettes du locataire ne sont absolument pas considérées comme des éléments permettant d'établir la valeur locative du bien. Il y a donc un véritable intérêt à voir l'application de ce texte écartée en présence d'une clause recette. Aujourd'hui, ce n'est plus la question de la nature juridique de la clause recette qui nourrit le contentieux. On sait qu'il ne s'agit pas d'une clause d'échelle mobile, et on sait que la clause recette permet d'écarter le jeu des articles L145-33 à L145-39 du Code de commerce au profit d'une quasi-totale liberté contractuelle dans la fixation du loyer. À vrai dire,
Deux éléments plus subtils provoquent des incertitudes jurisprudentielles. La compétence du juge des loyers commerciaux d'une part et la détermination de la valeur locative en présence d'un loyer composite d'autre part. En creux de ces deux problématiques, il s'agit de déterminer si l'article L145-33 du Code de commerce est une disposition d'ordre public. Certains auteurs tendent à le penser, mais ils sont contredits par la jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant, justement, ces fameuses clauses recettes. Je ne peux donc pas faire l'économie d'une présentation, des arrêts marquants rendus par la Cour de cassation concernant ces clauses recettes. Le premier arrêt dont je dois ici parler est un arrêt relativement connu, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 10 mars 1993, dit arrêt Théâtre Saint-Georges. Par cette décision, la haute juridiction pose le principe que la fixation du loyer renouvelé d'un bail dans lequel est stipulée une clause recette échappe aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties. Le principe posé par cet arrêt est on ne peut plus clair et n'a pour l'heure jamais été remis en cause par la Cour de cassation. Ce qui a provoqué un certain remous jurisprudentiel résulte d'une petite fronde des juges de la Cour d'appel de Versailles principalement. En cause une clause recette prévoyant qu'à chacun des renouvellements successifs du bail, le loyer minimum garanti sera fixé à la valeur locative et les parties soumettaient volontairement la procédure et les modalités de fixation de cette valeur locative aux dispositions du décret de 1953. Les juges du fond ont alors censuré cette stipulation, considérant, je cite, que cette clause tente de réintroduire la procédure et les modalités de fixation du montant du loyer telles que prévues au statut des baux commerciaux, alors que si les parties ont la libre disposition de définir les règles de fixation du loyer de renouvellement, elles n'ont pas celle d'attribuer une compétence qui ne tire que de la loi et de lui imposer d'appliquer la loi dans les conditions qu'elles-mêmes définissent. Autrement dit, les juges du fond entendent évincer le juge des loyers lorsqu'il stipule une clause recette dans le bail commercial. Les juges de la troisième chambre civile de la Cour de cassation d'abord, dans plusieurs arrêts rendus le 3 novembre 2016, puis dans un arrêt du 29 novembre 2018, censurent cette position en considérant que la stipulation selon laquelle le loyer d'un bail commercial est calculé sur la base du chiffre d'affaires du preneur sans pouvoir être inférieur à un minimum équivalent à la valeur locative des lieux n'interdit pas, lorsque le contrat le prévoit, de recourir au juge des loyers commerciaux pour évaluer, lors du renouvellement, la valeur locative déterminant le minimum garanti, c'est-à-dire la part fixe du loyer. À ma connaissance, on attend encore l'arrêt de la Cour d'appel de renvoi, qui n'est autre que la Cour d'appel de Versailles recomposée, pour savoir si une résistance sérieuse des juges du fond se dessine sur ce point. Mais vraisemblablement, la position de la troisième chambre civile sur la question est assez claire. L'existence d'une clause recette n'exclut pas l'intervention du juge des loyers commerciaux si les parties l'ont clairement prévu. Dans ces circonstances, il est possible de se référer dans le contrat à la valeur locative du bien avec tous les risques que cela implique en termes d'articulation de la clause recette et de cette valeur locative qui se doit d'être indépendante des résultats réalisés par le locataire. À la lumière de cette actualité jurisprudentielle, reste donc à établir comment stipuler une clause recette afin d'éviter l'émergence d'un contentieux entre les parties. La rédaction des clauses recettes doit être effectuée avec beaucoup de rigueur.
afin d'éviter toute contestation relative à la validité et à la qualification d'une telle clause, bien sûr, mais également concernant la date d'exigibilité des loyers, leur montant ou les modalités de calcul du loyer. Les termes choisis doivent être simples. Il convient d'éviter toute complexité inutile qui serait source potentielle d'insécurité juridique. Il ne faut pas surcharger le contrat par des répétitions car le risque de contradiction se verrait renforcé. Et puis, il est nécessaire d'être précis concernant les modalités de calcul de la part variable du loyer, concernant les hypothèses et les périodes de révision, concernant les conséquences de l'absence de versement d'un loyer devenu exigible et concernant, pour finir, les éventuels désaccords entre bailleurs et preneurs, ainsi que concernant les moyens d'y remédier. Premier élément à indiquer dans la partie du contrat de bail afférente au loyer, le principe d'un loyer binaire. Je vous propose donc un exemple de formulation. Le présent bail donne lieu au versement d'un loyer variable comprenant une part fixe correspondant à un loyer minimum garanti et une part variable proportionnelle au chiffre d'affaires réalisé par le locataire. Même si l'assujettissement à la TVA du preneur dans l'hypothèse d'un bail commercial ne fait pas de doute, il n'est pas inutile de le préciser en ces termes. Le loyer est dû TTC. La TVA de ce loyer incombera au locataire et lui sera facturée en sus au taux légal en vigueur lors de chaque échéance. Une fois le principe d'une clause recette posé, il faut indiquer là ou les dates de versement du loyer. Voici ma proposition. La part fixe du loyer est fixée à tant d'euros hors taxe, versée d'avance le 5 de chaque mois. La part variable du loyer correspond à tant de pourcents du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le locataire. Évidemment, le montant résulte d'une négociation entre locataire et bailleur. La part variable du loyer sera déterminée chaque année à la date anniversaire du présent bail et donnera lieu à un versement. Alors là, il y a une option, donnera lieu soit à un versement annuel unique à telle date, soit à un versement mensuel le 5 de chaque mois en prenant comme base de calcul le chiffre d'affaires de l'année antérieure. Une régularisation sera effectuée à telle date. Pour la première période de 12 mois, les parties fixent le montant du loyer variable à la somme prévisionnelle de tant d'euros hors taxe. À mon sens, il convient de fixer une part fixe de loyer inférieure, mais assez proche tout de même de la valeur locative du bien. Concernant la part variable, le pourcentage de chiffre d'affaires ne doit pas être trop élevé afin d'éviter une requalification de la situation juridique en société créée de fait, puisque le risque est important dans ce cas de figure. Alors, pourquoi fixer une part fixe légèrement inférieure à la valeur locative? Eh bien, afin d'éviter une contestation de la validité de la clause recette sur le fondement du déséquilibre significatif, de l'article L442-1 deuxièmement du Code de commerce, puisque le contrat ici se noue entre personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de service. On comprend aisément qu'entre le locataire d'un local dans une galerie marchande et le gérant de cette galerie, qui lui consent le bail, un déséquilibre du rapport de force existe. Et en offrant cet avantage au locataire, on lui permet de trouver un bénéfice à cette clause, puisque si son activité est réduite, le loyer qu'il devra verser au bailleur sera finalement inférieur à la valeur locative du bien. Évidemment, dans le cas contraire, c'est le bailleur qui trouvera un véritable bénéfice dans cette clause, mais ainsi, l'aléa induit par la clause recette est équilibré. Il y a là une forme de réciprocité qui balaie toute idée de déséquilibre dans les relations contractuelles. La crise sanitaire actuelle illustre parfaitement l'intérêt d'une telle disposition. Les bailleurs ayant prévu des clauses de loyer binaire échappent aux vicissitudes de l'article 1195 du Code civil lorsque
l'activité de leur locataire est interrompue puisque le contrat s'adapte mécaniquement à la conjoncture économique. Convient ensuite de préciser très clairement dans le contrat ce qu'il faut entendre par chiffre d'affaires, puisque ce chiffre d'affaires constitue la base de calcul de la partie variable du loyer. Voici une proposition de stipulation. Le chiffre d'affaires servant de base au calcul du loyer correspond à toutes les recettes réalisées sur une période de 12 mois, correspondant à l'exercice comptable du locataire, sera constitué des recettes résultant des activités exercées dans et à partir des présents locaux, qu'il s'agisse des prestations de services ou des ventes de marchandises ou de produits réalisés dans les lieux loués ou en dehors d'eux par le locataire. Deux précisions ici. D'abord, si le premier exercice comptable du preneur ne correspond pas à une période de 12 mois, il faudra insérer au bail commercial une clause prévoyant d'effectuer un prorata temporis pour ce premier exercice. Ensuite, certains baux commerciaux envisagent l'hypothèse d'une interruption temporaire de l'activité du locataire en prévoyant une méthode de calcul spécifique. Je ne suis pas favorable à ce type de stipulation car elles engendrent un degré de complexité supplémentaire qui me paraît parfaitement inutile. Or, on le sait, la complexité du contrat induit nécessairement un risque de contentieux. Au-delà, si l'activité du preneur est interrompue pour des raisons indépendantes de sa volonté, le chiffre d'affaires annuel est simplement réduit. Et le loyer sera donc réduit par voie de conséquence. Il me paraît dangereux donc de prévoir une clause spécifique à ce cas de figure dans la mesure où, pour les baux commerciaux, l'absence d'exploitation sans motif légitime par le propriétaire du fonds de commerce est de toute façon considérée comme une faute. En tout état de cause, la partie fixe du loyer, elle, reste due. Il est par ailleurs nécessaire de contraindre le preneur à une information régulière du bailleur. Peu sujette à interprétation ou à contestation, la stipulation suivante peut alors être ajoutée. Le locataire s'oblige à tenir les livres, registres, documents et supports informatiques comptables exigés par la législation et la réglementation en vigueur ou les usages de sa branche d'activité afin que le chiffre d'affaires servant de base au calcul de la part variable de loyer puisse aisément être reconstitué. Les documents comptables devront être communiqués tous les ans au bailleur avant préciser une date, aux frais du locataire. Ils devront être certifiés par un expert comptable ou un commissaire en compte. Le locataire devra également remettre au bailleur une copie certifiée conforme des déclarations du chiffre d'affaires adressées par lui à l'administration fiscale pour la période considérée. Enfin, les documents comptables devront être conservés par le locataire pendant un délai de 5 ans à compter de l'expiration de chaque période de 12 mois. Le fait que le loyer varie en fonction de l'activité du locataire ne doit pas nécessairement exclure l'hypothèse d'une variation moins fréquente, certes, mais nécessaire pourtant de la partie fixe du loyer. En effet, la partie fixe correspond au minimum de loyer garanti et cette partie peut parfaitement être revue à la hausse ou à la baisse d'ailleurs, ponctuellement. Par exemple, dans l'hypothèse d'une déspécialisation. Attention, regarde la jurisprudence récente, cette partie est délicate et elle se doit d'être rédigée avec soin. En effet, il ne faut pas que cette possible variation de la partie fixe correspondant au loyer minimum garanti conduise à une remise en cause de la qualification de clause recette. À dire vrai, la solution que je propose ici est plutôt radicale. Elle consiste à limiter quantitativement la fréquence de révision de cette partie fixe du loyer et à éviter d'attribuer à la valeur locative du bien une trop grande importance pour la détermination de son montant. Voici donc la formulation que je propose. La part fixe du loyer sera réévaluée tous les 3 ans à compter du
préciser une date qui correspondra à 3 ans à partir du début du contrat de bail, proportionnellement à l'indice des loyers commerciaux ou indice des loyers des activités du tertiaire publié par l'INSEE. La part fixe du loyer variera automatiquement sans que le bailleur ou le locataire ait à formuler une demande expresse à cette fin. Le bailleur s'engage toutefois à informer le locataire de la variation de la part fixe du loyer 1 mois avant son application. Vous l'aurez compris, ça n'est ni plus ni moins qu'une version à peine modifiée de la révision légale triennale. Alors, il est évidemment possible de prévoir une réévaluation non pas triennale, mais annuelle de la part fixe du loyer, comme il est possible de prévoir expressément que cette clause est essentielle et déterminante du consentement du bailleur. Cela étant, plus la réévaluation des loyers est fréquente, plus l'application du contrat devient en pratique complexe et source de contentieux. Il faut bien prendre garde à ne pas faire du bail commercial un contrat déséquilibré en faveur du bailleur, je le rappelle. Au demeurant, si les facteurs locaux de commercialité s'améliorent, il est logique que le chiffre d'affaires du locataire augmente et par voie de conséquence, le loyer perçu par le bailleur augmentera également. Dans ces circonstances, quel besoin d'ajouter une réévaluation systématique de la part fixe du loyer? Tout état de cause, en cas de déspécialisation plénière ou partielle du bail, la réévaluation du loyer de droit, nul besoin de le stipuler. Donc, il faut enfin prévoir dans le contrat des sanctions en cas d'irrespect des différentes stipulations concernant le loyer. Alors, vous pouvez, par exemple, retenir cette formulation. Dans l'hypothèse où le locataire ne respecterait pas l'une des stipulations précédentes concernant l'information du bailleur et le paiement des loyers, pourrait être contraint par ordonnance de référé de la juridiction compétente à peine d'une astreinte fixée conventionnellement à tant d'euros par jour de retard. Cette astreinte courra à compter des 8 jours de la réception de la mise en demeure adressée par le bailleur par la voie d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Il est également possible de renvoyer à une clause résolutoire. Reste à envisager les hypothèses de désaccord. Il est parfaitement possible de prévoir le recours à un expert indépendant en cas de conflit concernant le calcul du loyer, mais il est également possible de renvoyer à la compétence du juge des loyers commerciaux puisque cela ne remet pas en cause la qualification de la clause. La première option me semble toutefois préférable, raison pour laquelle je vous propose la formulation suivante. Le bailleur et le locataire s'accordent à écarter l'application des articles L145-33 à L145-39 du Code de commerce au profit des clauses ci-dessus. Toute intervention judiciaire tendant à rétablir les mécanismes légaux relatifs à la valeur locative du bien loué est par conséquent exclue. En cas de désaccord afférent au calcul de la part fixe ou de la part variable du loyer dû, les parties au contrat s'engagent à recourir à l'expertise d'un tiers indépendant qui aura pour mission d'établir le montant exact des loyers dus. En somme, une rédaction épurée et claire de la clause recette permet d'écarter le risque de contentieux relatif à la détermination du loyer dû au bailleur par le locataire. Si la méthode de calcul est équilibrée et relativement simple, la probabilité de désaccord est mince. Voilà donc ce que je tente de proposer dans cette réflexion consacrée aux clauses recettes. Je vous remercie de votre attention.